fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Comment que tu parles comme ça, mec? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez la saison 3 de Bonhomme, le podcast sur les masculinités du magazine GQ. Je suis français, arabe, musulman, gay et j'ai dû abandonner mon rêve de devenir un jour footballeur. Vous avez dû lire ce CV à plusieurs reprises dans les titres des médias récemment et c'est celui de Wissem Belgassem, 33 ans, qui a décidé d'épingler le milieu du football masculin dans son livre Adieu ma honte pour tenter d'enfin en faire bouger les lignes et pointer ses injonctions destructrices. Dans cet épisode, il nous parle de lui, d'où il vient et de l'incompatibilité de sa masculinité avec ses rêves d'enfant et d'adulte. D'abord, voici sa définition du bonhomme. Alors c'est une question intéressante pour moi, un bonhomme, et j'en parle dans mon livre où j'explique à ma mère ce qu'est une définition d'être un homme, d'être un bonhomme. Pour moi, être un bonhomme, c'est avant tout être droit dans ses baskets, c'est prendre soin des siens, c'est se bâtir un avenir et être aligné avec ses valeurs. Est-ce que c'est un mot que tu as beaucoup entendu dans ton parcours et utilisé de cette manière-là, ou est-ce que justement, toi, c'est ta définition? C'est la définition que j'en ai tirée après 33 années de vie, mais c'est pas la définition commune que j'ai entendue dans ma cité ou dans tous les terrains de foot. Pour moi, quand j'entendais je suis un bonhomme, c'était en gros je suis un coq avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de virilisme et limite un peu d'agressivité. C'est lié au respect, donc c'était un bonhomme, c'est quelqu'un qu'on respecte. On peut même faire le parallèle qui peut être un peu dégradant du coup pour la gente féminine, parce que si t'es un bonhomme, ça veut dire que t'es un vrai homme et on te respecte, et potentiellement une femme on te respecte moins. T'en as connu des bonhommes, mais dans ta définition à toi? Oui, je pense que j'en connais, ouais, clairement, j'en connais. C'est selon ma définition à moi, mais c'est voilà, quelqu'un qui travaille honnêtement, qui fait tout ce qu'il peut pour prendre soin de sa famille, de ses proches, et qui vit avec une certaine droiture. Ben ça, pour moi, c'est ce que j'appelle un homme droit, un bonhomme, un homme qui peut être fier en fait de qui il est et de ce qu'il est. Et c'est qui tes modèles justement comme ça autour de toi qui t'ont aidé à devenir qui t'es aujourd'hui? Un grand modèle pour moi et que j'apprécie beaucoup, et j'ai d'ailleurs lu son autobiographie, c'est Barack Obama. Pour moi, lui, c'est la classe par excellence. C'est pour moi le mec, il a tout compris quoi. Il se bat pour ses valeurs. Il a beaucoup de respect envers ses proches, et moi je l'ai vu dans certaines interventions. Il respecte tout le monde, que ce soit du président français à la femme de ménage à la Maison Blanche quand elle y était. Il fait aucune distinction entre les personnes. Donc c'est que pour moi au niveau de ses valeurs humainement, il est très aligné avec lui-même, et ça m'inspire beaucoup. Maintenant, à titre personnel, dans ma vie de tous les jours, moi j'ai un ami qui s'appelle Lamine, qui m'impressionne beaucoup parce que c'est marrant, tu vois, parce que pour moi lui c'est un vrai bonhomme, alors que je pense qu'il a une part de féminité qui est plus exprimée que la mienne. Mais Lamine, il est d'un droit, ce mec, c'est juste incroyable, il ne manquera jamais de respect à qui que ce soit, il a pas une once de méchanceté, il est là quand t'as besoin, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est quelqu'un d'extrêmement solide et quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et du coup, si je devais partir en guerre et du coup recruter des bonhommes, je le prendrais lui à ma droite en premier lieu. Et du coup, ça répond un peu à ma question. Qui sont les hommes de ta vie? Il en fait partie, les hommes qui gravitent autour de toi aujourd'hui? Moi, l'amitié, ça a toujours été très important pour moi. J'ai noué de très, très belles amitiés tout au long de ma vie. Donc, du coup, j'ai des amis solides autour de moi. J'ai mon copain aujourd'hui qui me soutient beaucoup dans cette aventure de sortie du livre et dans mon quotidien. Donc oui, voilà, principalement mes amis les plus proches et mon copain, parce que voilà, moi j'ai perdu mon père, j'ai pas de frère, et on n'est pas particulièrement proche de ma famille d'origine en Tunisie. Donc du coup, voilà à quoi ressemble mon cercle de bonhommes. Et tu dis que du coup, t'es pas proche de ta famille. Enfin, c'est la partie qui est en Tunisie. Est-ce que t'as arrivé à percevoir un modèle un peu familial, global? Les hommes dans ton milieu familial, est-ce qu'ils avaient une typologie particulière? Est-ce qu'il y avait des règles à respecter? Est-ce qu'ils avaient un rôle différent des femmes ou pas du tout? Et est-ce que ta mère, du coup, elle a construit par rapport à ça ou elle a improvisé par rapport à ces modèles? C'est une question intéressante. Je pense que dans ma culture arabo-musulmane, être un garçon, ça offre d'énormes avantages. Et j'en parle un peu dans mon livre où, tu vois, moi, je suis le plus jeune dans ma famille. Donc, tu vois, j'ai mes 4 sœurs, les 4, elles sont plus grandes que moi.
mais dès jeune, ma voix était la voix la plus écoutée à la maison. Et ça, c'est vraiment... bon, après, voilà, tu vois, mes parents ont vraiment... ils ont tout fait pour avoir un garçon. Enfin, tu vois, ma mère, elle a persévéré. 1 fille, 2 filles, 3 filles, 4 filles. Elle a pas lâché l'affaire. 5e. Et là, boum, j'arrive. Bon, voilà, je suis gay, ce qui n'était pas tout à fait ce qu'elle avait prévu, je pense, de base. Mais en tout cas, ouais, dans les cultures méditerranéennes, dans les cultures arabo-musulmanes, t'es ce qu'on appelle le passeur du nom. Donc moi, j'étais censé, tu vois, le nom de famille Belgacem, qui d'ailleurs n'est même pas notre vrai nom de famille. Hein. Pourquoi? Ben, c'est une des anecdotes que j'explique dans mon livre, c'est que en fait, mes parents, quand ils sont arrivés, tu sais, à la sous-préfecture, voilà, ils parlaient pas hyper bien français. Puis tu sais, dans les familles arabes, c'est les noms de famille, ce sont des lignées. Donc tu es un tel, fils de un tel, fils de un tel, fils de un tel. Et donc du coup, le mec de la préfecture, il a vu un paragraphe, il a pas compris. Donc il a dit non, mais là, ça va pas le faire. Nous, on prend juste un nom de famille. Et quand il a coupé, en fait, il s'avère qu'il a pris le prénom, de mon arrière-grand-père, Belgacem. Donc, en fait, Belgacem est un prénom. D'accord. Notre vrai nom de famille, que du coup, on ne porte pas, c'est Gouili. Du coup, t'es censé être le passeur du nom. Donc, du coup, je suis censé être le passeur du nom. Des privilèges. Donc, du coup, j'avais une place privilégiée à la maison. J'ai jamais fait la vaisselle. J'ai jamais vraiment rangé. Du coup, il y avait pas de jalousie entre les habits parce que, mes sœurs, elles étaient 4, elles se passaient les affaires entre elles. Mais moi, j'avais tout été nouveau pour Wissem. Et du coup, je me permettais de dire des choses qu'un enfant n'est pas censé se permettre de dire. Mais vu que j'avais cette image de bonhomme des jeunes, surtout en fait quand mon père est décédé, moi j'ai perdu mon père très jeune, donc je suis devenu le seul garçon de la famille. Et j'ai même mon oncle en Tunisie, et cette phrase m'aura marqué toute ma vie. Je suis plus en accord avec cette phrase-là, mais à l'époque, elle m'a marqué. Il m'a dit, Wissem, maintenant que ton père est mort, c'est maintenant toi le lion de la famille. Donc ça veut tout dire, tu vois. C'était mon oncle qui est basé en Tunisie, je précise. Et du coup, avec une autre vision un peu plus archaïque de la définition d'un bonhomme à l'africaine. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours surprotégé mes sœurs. Mais c'est-à-dire qu'une petite anecdote, quand j'avais 10 ans, ma sœur rentre du collège en pleurant parce qu'un garçon l'a fait pleurer. Je suis parti le voir le lendemain. Je lui ai dit, si ma sœur pleure une nouvelle fois, tu sais, il va t'arriver un truc, une brique, elle pourrait te tomber sur la tête comme ça, on trouverait personne. Ce serait, on pourrait accuser personne, ça pourrait arriver comme ça. Donc fais très attention à comment tu traites ma sœur. J'ai toujours été ultra, mais du coup, tu vois, ça a été un peu exacerbé. Un jour, une autre de mes sœurs se dispute avec son copain dans la cage d'escalier. J'entendais hurler et tout. J'ai eu ultra peur. J'avais 9 ans. Je vais dans la cuisine, je prends 2 couteaux et je sors dans la cage d'escalier. J'étais prêt à le planter. Alors que t'étais plus jeune en plus. J'avais 9 ans, ma sœur elle en avait 17, 18. Et du coup, ça s'est répercuté ensuite sur... c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu percer dans le foot, parce que je savais que c'était stabilité financière qui va avec, etc. Et je voulais prendre soin de ma famille dès le début. Et tu vois, moi, j'ai gagné mon premier salaire. J'avais 13, 14 ans, parce que dans le football, c'est comme ça, tu gagnes ton salaire quand tu rentres en centre de formation. Et dès 13, 14 ans, chaque mois, j'ai envoyé de l'argent à ma mère. C'est ça, prendre soin de la famille. Tu vois, dans des familles plus occidentales, le rapport est plus inversé, c'est-à-dire que ce sont les parents qui prennent soin généralement des enfants. Enfin, normalement, ça devrait se passer comme ça de partout. Mais là, tu vois, avec ce rôle que j'ai endossé de bonhomme de la famille, du seul homme de la famille dès le début, moi, j'ai toujours eu cette pression folle à me dire, il faut que je prenne soin de tout le monde. Est-ce que tu avais cette fierté d'y arriver ou tu sentais que tu n'étais pas à ta place sur le moment? Est-ce que c'était un devoir et que tu étais content de remplir? Ah non, c'était un devoir que je voulais remplir avec pas le plus grand des plaisirs, mais j'étais prêt pour ça. Je me disais que j'avais les épaules pour. Et je te dis, c'est comme si mon père décédé m'avait légué cette mission en quelque sorte. Alors qu'il ne l'a jamais dit, il me l'a jamais formulé. Mais j'étais là en mode, c'est à toi de prendre soin de tout le monde maintenant, Wissem. Alors que bon, ma sœur, elles ont fait des carrières ultra brillantes. Une de mes sœurs, elle est directrice chez Google. Elle a passé 20 ans chez Microsoft. Tout le monde a très bien réussi. J'avais à prendre soin de personne. Ouais, c'est juste cette pression que je me suis mise moi tout seul. Et du coup, tu m'as un peu répondu, mais quel genre d'enfant t'étais? Est-ce que t'as eu le temps d'être turbulent, d'être oisif, ou est-ce que très vite ces responsabilités ont fait de toi un adulte en fait? Ouais, moi je pense que j'ai perdu mon insouciance très jeune. Déjà quand tu perds ton père à 8 ans, tu prends une claque phénoménale. Et donc en fait, beaucoup de responsabilités sont venues avec ce décès. Et donc du coup, très jeune, j'ai compris que le foot, si je voulais percer, il fallait que je sois très très sérieux. Donc j'étais très sérieux sur mes entraînements. Je sais que pour devenir sportif de haut niveau, t'as pas le temps de vivre ton adolescence, de faire des crises d'adolescence
d'aller pleurer dans ta chambre et tout. Moi, c'est tout entraînement, entraînement, entraînement. À côté, les études, c'était important pour moi. Mais à côté, j'ai un gros côté de déconneur aussi. Tu vois, moi, je suis un chambreur de ouf. J'adore ça. Tu vois, je pourrais rester au quartier, comme on dit, à tenir les murs, à rester en bas du bloc et à délirer tout l'après-midi, à chambrer tout le monde. Ça, j'adorais. Et souvent, sur mes bulletins, j'avais de bonnes notes, mais il y avait marqué, très bonnes notes, mais Wissem, élève pénible. Et il y a même eu des années, je me rappelle au collège, je rentrais, je mettais ma capuche, je m'asseyais au fond du cours et je parlais avec personne. Donc j'avais ce côté rebelle aussi, c'était beaucoup de contradictions en fait dans mon comportement parce que j'aimais bien apprendre, j'étais curieux, mais j'étais rebelle aussi. Et tu te souviens si tu avais d'autres passions ou le foot c'était vraiment une passion, comment ça t'est venu et si tu avais d'autres choses qui t'attiraient aussi à cet âge-là, adolescence ou enfance hein. Ouais, écoute, pour être franc, j'ai pas été exposé à beaucoup de choses quand j'étais enfant. Tu vois, ma mère, elle a élevé seule 5 enfants, elle m'a jamais fait découvrir l'équitation, la natation. Tu vois, au final le football, c'est un sport populaire parce que tu mets 2 t-shirts par terre, ça fait une cage et c'est parti, on fait un match. Tennis, tu vois, une raquette, faut la payer, tu pètes le cordage, terrain, faut louer le terrain, etc. Ça a un coût. Moi, direct, quand j'étais jeune, les coachs me voulaient tellement que la licence, on la payait pas. Je l'ai payé la première année, puis je l'ai plus payé en jeune. Et après, on me payait pour jouer, c'était encore autre chose. Mais donc, du coup, je pense que j'aurais pu aimer d'autres choses. Mais quand tu viens d'un milieu populaire et que t'es pas exposé à d'autres choses, tu vois, là, il y a quelques années, je me suis mis à essayer de faire du piano. Bon, je suis très mauvais, j'ai arrêté après quelques semaines. Mais je pense que dans ma tête, tu vois, j'aimais l'idée. Et je pense que quand j'étais enfant, j'aurais bien aimé que ma mère, mais c'était pas possible dans sa réalité. Moi, je le raconte dans mon livre. Il y a des jours, je rentrais de l'entraînement, j'avais la dalle. Et à dîner, c'était un sandwich et dedans, il y avait du fromage râpé et du ketchup. Donc, du coup, si ça, c'est la réalité familiale, économique, je peux pas demander à ma mère d'aller me payer des cours de poney ou je sais pas quoi, tu vois. Et donc, le foot, fallait que ça devienne rémunérateur aussi, quoi. C'était pas une distraction, quoi. Ben, oui, mais en même temps, tu forces pas ces choses-là. Le foot, ça m'est venu naturellement. Alors, en fait, si tu veux savoir, pour le foot, personne m'a jamais poussé à jouer au foot. J'ai toujours été attiré par ce sport-là. Bon, c'était le sport auquel j'étais le plus exposé. Mais j'ai vu rapidement que j'avais des capacités athlétiques, physiques, techniques au-dessus de la moyenne. Et du coup, quand t'es bon, t'as envie de continuer. Mais j'ai aussi vu que à travers le football, je pouvais gagner le respect de tout le monde dans mon quartier. Et ça, c'était important parce qu'en même temps, je réalisais que j'étais gay. Et je savais qu'un jour... Tu réalisais à quel âge? À 8 ans, j'ai réalisé que j'étais homo. À 8 ans, j'ai réalisé que j'avais des pensées envers les garçons. Je regardais dans... Et ton père était encore en vie à ce moment-là? Ou c'était après le décès de ton père? Ça s'est fait grosso modo au même moment. L'année de mes 8 ans a été assez charnière. Je perds mon père et je commence à réaliser que à ces âges-là, il y a rien de sexuel. C'est juste, je voyais que j'aimais bien les yeux des garçons ou les mollets des garçons. Mais je me l'avoue pas. Je sortais avec des filles, je jouais au foot. Et j'ai vu qu'en fait, voilà, le football, c'était un peu un bouclier qui me permettait du coup de chasser ces pensées-là et de me faire aimer de tout le monde. Ouais, donc il y a une forme de correspondre aussi à certains codes. Et en plus, comme t'es bon, c'est tout bénef, quoi. C'est exactement ça. Il y a un moment donné, voilà, il y a quelque chose de concomitant qui s'est passé entre ce dont j'avais besoin, ce que j'aimais et ce que ça m'apportait. Suis-je là, tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cache, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur lit de caviar? Certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Est-ce que aujourd'hui t'as un retour un peu, est-ce que tu te souviens des étapes qui ont fait l'homme que t'es aujourd'hui? Ça peut partir de l'enfance, mais une grosse rupture. T'as parlé de la mort de ton père, donc bien évidemment, ça c'est fondateur. Des réussites, des années justement charnières. Est-ce qu'il y en a comme ça où tu dis sans ces étapes-là cruciales, je serais pas qui je suis aujourd'hui? J'aurais pas fait mon coming out, j'aurais pas écrit ce livre. Ouais, j'aime beaucoup ta question, Victoire. Merci. Merci. Oui, la mort de mon père, ça a été une étape charnière dans la constitution de ma personne en tant qu'homme et dans la création de ma masculinité. Je pense aussi quand je signe au Toulouse Football Club. Là, je me dis, OK, tu sors du monde amateur, tu rentres dans le football professionnel. C'était une étape marquante. J'avais 14 ans. Donc, j'ai 14 ans, je rentre en centre de formation et je signe du coup au Toulouse Football Club. Et ça, je me dis, OK, là, tu rentres dans la cour des grands. Tout va se jouer maintenant. Donc, moi, je suis français, je suis né à Aix-en-Provence, mais mes parents sont originaires de Tunisie. Et je me rappellerai toujours du jour où mon coach vient me voir et me dit, Wissem, je te mets pas la pression
mais il y a le sélectionneur de l'équipe nationale de Tunisie qui vient de voir jouer. Et je te jure, je me rappelle, on était le 17 décembre, pardon. On jouait contre les Girondins de Bordeaux. Et là, je me suis dit, faut tout niquer. Je fais un super match. Et le sélectionneur, à la fin, vient me parler. Bon, il m'aborde en arabe. Et je lui dis que ça va pas le faire, parce que je parle pas bien arabe. Donc, s'il veut me parler, on parle en français. Mais il me dit, voilà, qu'il a vu mon match. Il m'a dit qu'il sait que je suis originaire de Tunisie, que ça lui ferait très plaisir que je vienne passer des présélections. Et donc, du coup, moi, ça m'a fait plaisir parce que je pense qu'aussi, être un homme, c'est rendre ses proches fiers et heureux. Et là, mais ma mère, quand je lui ai dit que j'entrais en équipe nationale de Tunisie, mais bon, on est des musulmans, il n'y a pas eu de champagne. Mais elle a sorti les gâteaux, quoi. Tu vois, non, mais elle était trop contente. Elle l'a dit à tout le monde au quartier. Elle a appelé ma famille au bled. Et du coup, donc ça a été un tournant. Ça a été aussi un tournant, du coup, quand j'ai honoré ma première sélection. Mais ça a été un tournant. Mais c'est aussi, t'as quitté chez toi. T'avais quitté chez toi au moment de Toulouse, en fait. Voilà, à 14 ans, ouais. je pars de chez moi. Ouais, c'est exactement ça. À 14 ans, je pars de chez moi, je m'installe à Toulouse. C'est quand même à 4 heures d'Aix-en-Provence. Donc là, tu te construis seul. T'as 14 ans, tu dois faire ton linge. Bon, on a un chef et tout, donc tu fais pas à manger tout ça, mais tu te débrouilles seul. Et moi, j'étais tellement loin. Enfin, tu peux pas rentrer le week-end voir ta famille. J'ai été déraciné à 14 ans. Je suis sorti du cocon familial à 14 ans. Ensuite, ma première sélection en équipe de Tunisie aussi, c'était quelque chose qui c'est un souvenir marquant pour moi dans la constitution de ma personne. J'ai entendu l'hymne national et je me suis dit, quand même, c'est bizarre, je la connais pas. Et c'est là où je me suis dit, faut plus que je m'intéresse à mon passé, parce que voilà, mes parents ont émigré du coup en France. Mais ça m'a donné envie de creuser. J'ai été très content aussi quand j'ai porté le maillot de l'équipe nationale de Tunisie à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'était un moment, j'oublierai jamais. C'est des moments qui sont hyper liés au foot. Enfin, ça t'a tellement constitué. Ouais, lié au foot, mais pas aussi, que, mais aussi, voilà, le prochain moment dont j'allais parler, c'est la première fois que j'ai embrassé un garçon. C'était à quel âge, ça? C'était à 19 ans. Et en fait, j'ai eu une copine pendant plusieurs années. Et je lui ai fait beaucoup de mal, du coup, parce que elle est vraiment tombée amoureuse de moi. Et moi, dans la mesure où, voilà, je suis gay, alors j'avais beaucoup d'amour pour elle, beaucoup d'affection, mais c'était pas sentimental à proprement parler, forcément. Et le soir de notre rupture, j'étais dans un état d'effondrement psychologique assez fort parce que c'est horrible de faire du mal à quelqu'un que tu aimes si fort. Mais je me suis dit qu'il fallait savoir. Et je suis parti, du coup, dans la seule boîte gay de Toulouse, au péril de me faire griller. Et là, j'étais rentré dans la boîte, genre, je baissais les yeux, j'avais trop peur de me faire griller, tu vois, de que quelqu'un me reconnaisse, parce qu'en plus, footballeur, t'as un certain statut, on te voit, tu vois, on te connaît. Et puis Toulouse, c'est pas non plus Paris, tu vois, c'est une grande ville, c'est 400 000 habitants, mais c'est pas non plus, t'es pas dans l'anonymat d'une métropole. Ouais. Et en fait, voilà, il y a ce mec qui vient me draguer, et quand il m'a embrassé, ça m'a fait un truc, et c'est là où c'était l'évidence. Je suis gay. Et c'est là où a démarré un peu ce chemin de croix en mode tu es gay, mais est-ce que t'es masculin? Est-ce que t'es... Est-ce que c'est un sentiment de libération parce que tu te libères des chaînes un peu que tu t'étais mis, ou au contraire, c'est un stress qui monte de se dire je vais devoir assumer et vivre en adéquation avec qui je suis réellement? C'est les deux. C'est-à-dire que dans un sens, donc ce baiser m'a soulagé dans le sens où je me suis dit mais en fait tu peux pas changer, parce qu'avant ça, j'avais littéralement tout fait pour changer. J'avais consulté plein de psys, je m'étais du coup forcé à sortir avec des filles, je m'étais tourné vers ma religion, j'avais pratiqué l'abstinence pendant longtemps aussi. Et là, ce baiser, pour moi, c'était l'évidence. L'évidence, mais aussi je me suis dit, putain, maintenant, voilà, il faut l'assumer. Tu réalises que t'es gay, mais il faut l'assumer. Ensuite, en autre moment, c'est le jour où j'ai pris la décision d'écrire ce livre. Donc là, je me suis dit, voilà, maintenant, il va falloir l'assumer publiquement. Et c'est pour moi, tu vois, au final, le mot qui revient le plus dans tous les commentaires que je reçois, c'est quel courage. C'est quel courage. Et tu vois, pour moi, être un homme, c'est aussi être courageux. Et pour tout, tu vois, parce que je reçois aussi des messages de haters, comme on dit, me disant, mais tu fais honte aux Arabes, ou tu fais honte aux musulmans, ou tu fais honte aux footballeurs, en me disant, t'es pas un homme. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais je trouve que c'est un acte extrêmement courageux de sortir un tel livre dans une telle ambiance, dans un tel niveau d'homophobie dans les milieux d'où moi je viens.
Et tu sais ce qui a été le déclencheur le jour où tu as décidé d'écrire le livre? Est-ce que aussi le jour où tu as compris que tu poursuivrais pas ta carrière de footballeur et que du coup tu irais... En fait, donc moi le jour où j'ai décidé d'arrêter de ma carrière, j'étais à New York. Je sortais d'une saison, donc moi je jouais au foot à Denver aussi dans le Colorado avec les Colorado Rapids de Denver. Et en fait, j'en pouvais plus parce que l'homophobie m'avait suivi de partout. Elle est pas propre à la France ou à Toulouse, hein. Dans les vestiaires aux US, c'était aussi hardcore. Et du coup, j'avais 20 ans et je me suis dit, bon, un footballeur, il joue jusqu'à 30, 35 ans. Est-ce que tu te vois reprendre une copine, rementir à tout le monde, ton coach, tes coéquipiers? Parce que c'est quasiment une injonction que d'avoir une copine quand t'es footballeur, parce que t'es censé tout avoir, t'es censé être sportif, de l'argent, les filles te courent derrière. Donc je pouvais pas être célibataire pendant 10-15 ans. Les gens n'auraient pas compris. Et c'est là où je me suis dit, non, mais là, en fait, psychologiquement, je pouvais plus. J'étais dans une schizophrénie. Et tu l'avais pas annoncé à ta famille, à ton Non, entourage. non, En fait, à tant ce que le stade. foot était là, tu pouvais pas... Donc là, à ce moment-là, donc j'ai 20 ans, je décide d'arrêter. Et donc la raison pour laquelle je décide de sortir ce livre, c'est que du coup, il y a 6 ans, j'ai monté cette boîte qui s'appelle On Track et qui a pour but d'aider les sportifs de haut niveau à préparer leur reconversion. Et je travaille principalement avec des footballeurs parce que c'est là où j'ai mon réseau, hein, principalement. Et en fait, en rebossant avec eux, je me suis dit, putain, mais le niveau d'homophobie, il est aussi élevé qu'à l'époque où je jouais. Ça a beau être 10 ans plus tard, mais rien n'a changé. Parce que eux venaient se confier sur toi là-dessus ou eux portaient aussi des propos homophobes? Non, se confiez pas, mais c'est comme eux ont une définition erronée de ce qu'est être un bonhomme. Ils pensaient que j'étais un bonhomme selon eux parce que je suis quelqu'un d'assez masculin et viril. Donc eux, jamais n'ont pensé que je pouvais être gay. Donc j'étais un peu comme un agent infiltré en quelque sorte. Et c'est qu'on te laisse même pas la place d'être gay tellement c'est impossible pour eux. C'est ça qui est impressionnant. Et du coup, j'étais à table parce que forcément dans mon métier, faut faire du réseautage. Donc je vais dîner avec eux, je vais les voir à l'entraînement. Comme ils pensaient pas que j'étais gay, ils tenaient des discours mais ultra sexistes, ultra homophobes. Genre un mec qu'ils aiment pas, mais c'est ce gars là, cette sale PD, cette sale tarlouse là. Ou alors des trucs, tu vois, ouais, ils se vantent d'être avec 10 prostituées à l'hôtel. Et je me suis dit... Et toi, t'arrives à porter un masque dans ces moments-là? Ah moi, non seulement je jouais à l'hétéro, mais je jouais au macho. T'alimentais aussi ça? Ah mais j'étais obligé parce que sinon c'est chelou. Et c'était un moment, tu vois, j'ai pas forcément de mots en français, mais c'est soul destroying. Tu vois, en anglais, ça te heurte dans ton âme. Et moi qui avais fait du chemin de rebasculer à faire semblant d'être avec eux, mais je me dégoûtais. Et c'est là où je me suis dit, non mais tu sais quoi, même au péril de ta société, tu vas parler. Tu vas dire un truc dans l'espoir de faire bouger les choses. Et je sais que ce livre, je le sors aussi au péril de ma boîte. Je sais qu'il est possible que je perde beaucoup de clients, etc. Mais ou alors qu'on ne parle que de ça et que du coup ton activité première évolue. Passe sur un autre plan. Voilà, quoi. Mais j'aime ce que je fais. J'aime travailler avec les sportifs, les former et tout. Donc j'espère ne pas forcément arrêter. Mais il faudra s'adapter au marché. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut voir plus loin que sa pomme, plus loin que sa personne. Il y a une cause derrière, quoi. Voilà. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à ma famille en sortant ce livre. Parce que du coup, je les entraîne un peu dans ce projet avec moi. Ils ont rien demandé. Tu vois, ma mère, elle a 70 ans, elle a envie de vivre sa retraite pépère. Et je viens la faire chier, là, du coup, avec mon nom qui est affiché de partout. Mais je lui ai dit, maman, tu vois, tu vas aider tellement de mamans qui vont, elles aussi, entendre que un de leurs enfants est gay ou lesbienne. Et du coup, de montrer que toi, t'as réussi à dépasser ça, tu vas inspirer beaucoup de femmes, beaucoup de mamans ou beaucoup de papas. Et ça, au final, c'est quand même vachement bien. Mais qu'est-ce que j'aurais tout donné, moi, à l'époque, pour avoir un footballeur qui fasse son coming out, quelqu'un à qui je puisse m'identifier. Mais moi, tu vois, c'était tellement difficile. Faut remettre les choses dans leur contexte. J'étais ado. D'un côté, je savais que j'étais pas hétéro parce que j'arrivais pas à créer ce désir envers les femmes. Et de l'autre, dans les homos, je ne voyais dans les médias aucun homo masculin avec une certaine masculinité parce que c'était à l'époque des téléréalités. Moi, donc, j'ai beaucoup vu Stevie, qui avait fait Love Story, je crois, à l'époque. Et dans le quartier, c'est vraiment le contre-exemple, parce qu'il est d'origine nord-africaine, lui en plus d'Algérie, je crois. Donc tout le monde disait, tu vois, faut pas être ça et tout, blablabla. Il y avait aussi des gens comme Vincent Macdoum ou Magloire. Et du coup, je me disais, et j'ai strictement rien contre eux,
C'est juste que il faut C'est offrir une forme de représentation. voilà, pour tous, le spectre de les gens confondent orientation sexuelle et niveau de masculinité. Ça n'a rien à voir. Et qualité de masculinité. Comme Voilà. s'il y avait une échelle de t'es un vrai, t'es pas un vrai, t'es mieux, t'es pas bien. Exactement. C'est surtout ça. Exactement. Tu peux être homo et boxeur, homo et footballeur. Il y a pas de problème. Et j'ai souvent manqué de repères, en fait, dans ma vie. Et c'est pour ça que j'espère offrir, du coup, avec ce livre. Et je pense que c'est une parole qui était attendue parce que plein de gens me disent, je me retrouve dans ton discours. C'est des centaines et des centaines, si ce n'est pas des milliers de messages que je reçois des gens me disant, putain, mais ça fait plaisir. J'avais personne pour m'identifier. Alors oui, je vois qu'on peut être gay, musulman, gay, masculin. Moi, ça me dépasse parce que je trouve ça, mais tellement injuste qu'on vienne discriminer quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas choisi. S'il y a une chose que mon livre prouve, c'est qu'on choisit pas son orientation sexuelle, tout comme je n'ai pas choisi la couleur de ma peau. Alors, sous quel droit est-ce que des gens de la société vont venir me faire chier pour un truc que j'ai pas choisi? Ça me dépasse complètement et je comprends pas qu'on n'ait pas porté ce message plus haut et plus fort auparavant. Laissons le monde à ses problèmes. Les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer. Est-ce que tu te souviens des valeurs qu'on te communiquait quand tu étais en formation ou footballeur professionnel, les grandes valeurs que voilà, tu avais besoin d'intégrer au quotidien? Ouais, les grandes valeurs, moi dans mon sport, dans le football, c'est déjà on gagne à 11 et on perd à 11. Et j'ai même envie de dire à 16 parce que tu as les remplaçants qui peuvent rentrer, etc. Donc la solidarité, très très importante. Faut savoir, tu vois, faire les efforts pour ses coéquipiers. Tu sais, à part Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, il y a personne qui prend le ballon, qui dribble tout le monde et qui marque. À un moment donné, tu as besoin de faire une passe, t'appuyer sur un coéquipier. Donc ouais, je dirais l'entraide, super important. Le dépassement de soi, ça c'est ultra important. T'imagines, hein, je rentre en centre de formation, j'ai 14 ans. Dès 14 ans, tu t'entraînes 2 fois par jour, tous les jours. Les matchs, t'as des week-ends. C'est pas, tu vois, le football, c'est pas juste une action où t'es bon, c'est vraiment une continuité. Donc dépassement de soi, répétition des efforts et prendre du plaisir. Ça, c'est important, le plaisir, parce que je pense que quel que soit le domaine, tu sais, je pense pas qu'il y ait de gens qui jouent au football juste pour l'argent. Ça existe pas, parce que tu passes tellement de temps, c'est tellement d'efforts, de sacrifices, parce que moi, j'ai sacrifié mon adolescence, hein, pour tu sais, tout ce que les ados font d'habitude, je sais pas moi, d'aller partir en vacances avec ses potes, aller fumer des cigarettes, faire les cons, faire sa crise d'adolescence. Quand tu veux être footballeur professionnel, t'as pas le temps de faire ça. Tu sais, t'as pas de vacances, tu reprends il y a le truc de pré-saison. On allait courir les matins en pré-saison, mais mon Dieu, l'horreur. Avant le petit-déj, tu vas courir, tu vomis ce qu'il y a dans ton corps alors qu'il y a rien parce que t'as même pas pris ton petit déjeuner. C'est beaucoup de sacrifices. Il y a un tel niveau de compétition, tu vois, le football, il y a plus de 2,5 millions de licenciés en France. Il y a que 800 pros en Ligue 1 et Ligue 2. Il y a des règles implicites, parce que là, c'est des valeurs et des jolies valeurs qu'on communique et qui sont hyper importantes pour tenir et rester focus. Est-ce qu'il y a des règles qu'on dit pas mais qui sont très présentes, de hiérarchie, de rapport entre les uns et les autres, d'amitié, de respect, enfin Ouais, mais alors ça, moi, je détestais ça. C'est-à-dire que dans le football, tu vois, tu sais, c'est surtout quand t'es ado, des corps en plein développement, d'une année à l'autre, t'as pris 3-4 centimètres, 5-6 kilos. Et du coup, au centre de formation, il y avait beaucoup ce qu'on disait le respect des anciens. Et genre, tu vois, au self, par exemple, quand t'étais en 14 ans ou en 16 ans, tu t'assois pas en face d'un moins de 18. Quand un moins de 18 te dit un truc, tu le fais. Sauf que moi, j'ai toujours détesté ça. Et moi, je vais pas respecter quelqu'un juste sous prétexte qu'il est plus âgé que moi. Tu me parles avec respect, je te respecte en retour. Mais pour moi, l'âge, à part dans la rue, bien évidemment, une vieille dame, on lui dit vous, ou je vais l'aider à porter son bagage dans le métro ou autre, ça y a pas de problème. Mais tu vas pas venir me donner des ordres ou autres sous prétexte que tu es plus âgé que moi. Il y a des rapports amicaux entre les coéquipiers. Est-ce que c'est l'amitié qui domine ou est-ce que ça reste très coéquipier, quoi, des rapports d'équipe? Non, moi j'ai rencontré des amis, mais j'ai des amitiés mais phénoménales et un de mes amis les plus proches aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à 13-14 ans quand je suis arrivé à Toulouse.
On fait du business ensemble aujourd'hui, lui et moi aussi. On est associés sur une autre société. Parce que tu vis des choses hors normes. Enfin, on est H24 ensemble, on passe nos week-ends ensemble. Quand tu vas jouer à l'extérieur, t'es à l'hôtel ensemble. Je l'ai vu le matin avant, avec le visage même pas lavé. On est au self. Et du coup, ça noue des liens que tu ne retrouves nulle part ailleurs. Mais il y a aussi de très grosses rivalités. Et en fait, ce que j'ai remarqué dans le football, c'est que c'est dur d'être ami avec ceux qui jouent ton poste. Parce que forcément, t'es en rivalité avec eux. Et chaque année, la moitié de l'équipe est virée. Tu vois, moi, le super bon pote à qui je pense, là, il est gaucher. Moi, j'étais droitier. Donc, du coup, on n'était jamais vraiment en rivalité, lui et moi. Mais les mecs qui jouent mon poste spécifiquement, donc moi, j'étais défenseur central droit ou latéral droit, ben, j'ai jamais noué de super amitiés avec eux parce que voilà, le week-end, quand on arrive, si moi, je suis titulaire, le mec est remplaçant, ben, tu sais, quand t'es ado, ça te fout les boules contre l'autre. Il y en a, ils se souhaitent la blessure, hein. Parfois, t'as des matchs importants, genre c'est phase finale du championnat de France, tu joues contre le PSG et tout le monde est là à te regarder. Le coach, il te met pas titulaire, mais le mec qui joue, tu te dis, j'espère qu'après 5 minutes, entorse, tu sors, je rentre. On voit souvent dans les pubs ou dans les représentations du sport, dans les films, les mêmes clichés, souvent liés à la performance. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait montrer plus dans les représentations du sport? Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Comment on pourrait ouvrir ce sujet-là? Ouais, moi je pense que dans les représentations médiatiques qu'on a du sport et des sportifs, je trouve que c'est erroné en fait. C'est-à-dire que on nous montre beaucoup de personnes, tu vois, victorieuses, de personnes fortes, de personnes puissantes. Ou alors même quand on nous montre des pubs Nike ou autres où on voit un peu les joueurs ou les joueuses en train de faire des sacrifices, genre ils sont sous un bel angle, tout beau, tout joli, tu vois, je pense à la pub de Serena Williams que j'ai vue il y a pas longtemps, où genre elle est fatiguée, mais bon, elle est quand même en bombe, stylée, avec un joli angle, etc. et tout. Mais on montre pas, tu vois, l'envers du décor, toutes les déceptions qui pour moi cassent un peu cette image de la masculinité, de la force du sportif qui est toujours, tu vois, costaud, solide. Parce que le sport, c'est beaucoup de moments de doute, c'est beaucoup de défaites. Et limite, j'ai envie de dire, on apprend beaucoup plus dans les défaites que dans ses victoires. Et en fait, je pense que ce serait bien que dans les médias, on nous montre aussi, tu vois, quand le sport est très compétitif, tous ces moments où, par exemple, t'es footballeur, ben, ce match-là, t'es remplaçant, t'es sur le banc et t'es dégoûté, t'es triste. Ou les tenniswomen, sans make-up, sans maquillage ou autre, tu vois, plus au naturel, dans l'effort, mais limite, tu fais une grimace parce que t'es en fin de match et t'es KO. Mais ça, c'est le vrai sport. Pour moi, ça, c'est la réalité du sport. Je pense à une série que j'ai vue sur Netflix que je trouve géniale, qui s'appelle Losers. Elle est excellentissime et c'est tous ces gens qui ont failli percer mais qui n'ont pas percé. Mais c'est tellement beau. Et il y a un épisode sur Soraya Bonali, l'ancienne patineuse française, qui a jamais gagné cette médaille olympique. Et on la montre, elle a fini 3e, 2e et jamais première. On a l'impression que la vulnérabilité, c'est à l'opposé de ce que doit être un sportif masculin fort et fier. Sauf que moi, ce que j'ai appris avec le temps, et j'ai appris à le faire même dans mes relations à titre personnel, c'est que parfois, la vulnérabilité, c'est beau, c'est fort et c'est sincère. Et ça touche plus. Et les gens sont pas bêtes. Être authentique, c'est ce qui touche les gens. Ce que je conseillerais du coup aux médias, c'est d'être plus dans l'authenticité, tu vois, du truc. C'est pas toujours tout beau, tout flashy, les sportifs... Voilà, même Roger Federer qui a toujours la classe, ben, je suis sûr que quand il s'entraîne parfois, il est tout dégoulinant, tout transpirant, avec une mauvaise gueule parce que c'est un mauvais jour. Et ça, c'est la réalité du sport aussi. Et j'ai envie de dire, c'est plus sa réalité que quand il est en train de gagner Wimbledon. On parlait de vulnérabilité, là, à l'instant. Est-ce que toi, tu te définis comme quelqu'un de sensible? Plus que la moyenne, moins que la moyenne? Est-ce que tu t'es endurci avec les étapes de la vie? Je pense que la vie m'a fait traverser des choses. Ça m'a vachement endurci. Et malheureusement, ça m'a beaucoup empêché, ça m'a beaucoup freiné, en fait, dans mes relations personnelles. C'est-à-dire que c'est pas facile de tout compartimenter parfois et forcément, surtout quand le foot, ça a été toute ma vie comme moi ça l'a été, j'ai vu la vie que par un spectre. Et le spectre, c'était fort, tu pleures pour personne, quelqu'un veut pas de toi, qui se barre, rien à foutre. Moi, on me quitte pas, je te quitte avant. Ouais, c'est une forme de fierté. C'est une forme de fierté, dignité. Tu vois, j'aime bien Corneille, le chanteur. Il y a une de ses paroles, c'est « Reste fort, avale tes larmes, car ta fierté restera ta plus grande arme ».
Et ça, je pense que c'est bien dans certaines parties de ta vie, mais pas dans toutes. Et je pense qu'en fait, cette masculinité, cette fierté exacerbée m'a joué défaut sur d'autres compartiments de ma vie. Et ces dernières années, j'ai appris du coup, il y avait un de mes ex à Londres qui m'appelait le French Arrogant Cold Bastard. Voilà. Un beau CV. Voilà. Et ça me faisait rire à l'époque quand il m'appelait comme ça parce que c'est vrai que voilà, j'ai eu du mal à m'ouvrir, j'ai eu du mal à montrer mes faiblesses parce que pour moi, c'était une faiblesse. Sauf que ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'en montrant ces faiblesses, tu peux connecter à un niveau avec les gens que tu n'atteindras jamais avec toutes tes barrières élevées. Et si tu veux prendre le risque d'aimer, faut prendre le risque de souffrir parce que ça va avec. Est-ce que tu as un exemple récemment de moment où t'as laissé l'émotion venir et te submerger, où t'as pas bloqué ça? Écoute, je suis inondé de messages en ce moment sur les réseaux sociaux et je donne tout ce que je peux pour répondre à tout le monde et ça me prend beaucoup de temps et je sais que je vais le faire mais ça me prendra du temps et parfois je lis des témoignages qui me bouleversent. Et là, bien évidemment, je le nommerai pas, mais j'ai reçu un message d'un prêtre sur Instagram qui m'a dit « Wissem, ça fait 17 ans que je suis prêtre. J'ai lu ton livre, ça fait 17 ans que je sais que je suis homo, ça fait 17 ans que je vis dans la honte de Dieu, de mon métier. Je passe à côté de ma vie et je viens de terminer ton livre et j'ai décidé de quitter l'église et de partir vivre ma vie. » Et il m'a laissé un super long message et j'étais en larmes devant son message. Et c'est un truc, franchement, avant, j'aurais gardé plus de distance vis-à-vis de son histoire et je me serais pas laissé submerger. Mais il m'a tellement touché. Et tu sais, quand t'écris un livre, c'est pas sortir une chanson. Moi, je peux pas juste répondre « Ah, t'as fait un super son. Ah, cool, merci. » Quand le mec s'ouvre à toi comme ça, je me dois de prendre le temps, tu vois, de lui répondre, de sentir ce qu'il a vécu, de peser mes mots. Et c'était un message vraiment très, très, très touchant. Et j'en ai plein d'autres. Il y a plein de gens qui m'ont mis des larmes aux yeux, des récits de jeunes au Maghreb qui vivent un enfer dans les pays arabo-musulmans juste parce qu'ils sont gays, quelque chose qu'ils ne sont pas choisis. Avec la sortie de ce bouquin, les messages que je reçois, je suis bouleversé quasi tous les jours. C'est incroyable de voir que ça a cette résonance. Enfin, c'est pour ça que tu as écrit ce livre, quoi. Donc, c'était pour ça. Là, je vois le bien que ça fait. Moi, j'ai envie de dire, mais vas-y, mais va vivre ta vie parce que ouais, tu vis qu'une fois, quoi. Ton livre dont on parle s'appelle Adieu ma honte. Est-ce que la honte, c'est un sentiment qui a été omniprésent dans ta vie? T'arrives à le mettre de côté ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'a défini jusqu'à aujourd'hui? Toute ma vie, depuis le jour où j'ai réalisé que j'avais des pensées envers les garçons, la honte a été sur moi. Et elle n'a fait que croître au fil des années. Elle n'a fait que croître en grandissant et en entendant ces discours de plus en plus élaborés à l'adolescence et à l'âge adulte de personnes homophobes dans mes milieux, dans ma communauté religieuse, dans mon quartier, dans mon sport. J'ai eu honte de qui j'étais toute ma vie. Et je pense que écrire ce livre a été extrêmement thérapeutique pour moi parce que ça m'a enlevé toute cette honte. Et c'est là où j'ai réalisé que c'est pas à moi de changer, c'est à eux de faire évoluer leur vision du monde et des personnes. Et aujourd'hui, ça fait plus du tout partie de toi? Tu sens que c'est parti ou tu dois encore dompter ça? Non, ma honte, elle est partie à 100%, je pense. Comme je dis dans mon livre, un sportif de haut niveau meurt 2 fois, à la fin de sa carrière et à la fin de sa vie, et moi, je mourrai 3 fois. Et la 3e fin qu'il y a pour moi à la fin de mon livre, c'est la fin du Wissem hétéro. Je ne jouerai plus jamais à l'hétéro. Et même, tu sais, parfois, quand des chauffeurs Uber veulent faire la conversation avec moi dans le taxi, ils me voient, voilà, rebeu, ils m'entendent parler, il va me parler du match de foot, je lui réponds et directement il va assumer que je suis hétéro, il va me dire ta copine et tout, je fais ben non, j'ai pas de copine, j'ai un copain en fait. Je ne veux plus jamais avoir honte de qui je suis. Maintenant, pour tempérer mon propos, ce que je dirais, c'est que j'ai moi-même encore de l'homophobie en moi parce que quand t'as entendu des discours homophobes pendant des années, ce que j'explique dans mon bouquin, c'est que ça va me prendre des années encore pour déconstruire ça. Et moi-même, je me dégoûte encore quand je ressens de la gêne devant un homo très efféminé. Il m'arrive encore parfois d'être un peu mal à l'aise quand quelqu'un de très très efféminé va être à côté de moi. Et j'ai honte de ressentir ça parce que il est comme il est. Il choisit pas d'être comme il est. Moi, je suis comme je suis. Pourquoi on viendrait me faire chier pour ça? Ça n'a pas de sens. Mais on me l'a tellement rabâché dans ma tête, j'ai tellement entendu ce type de discours-là que voilà, avec le temps, ça diminue. Mais j'ai quand même cette lucidité à me dire que même moi qui suis homo, j'ai encore de l'homophobie à 33 ans. Parlons de fierté.
parce que je pense qu'il doit y en avoir. En tout cas, il peut y en avoir. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui? Je dirais que ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, c'est de réussir à vivre aligné avec mes valeurs et avec qui je suis. Parce que on est tellement tiraillé dans nos sociétés à devoir et vouloir vivre à travers le regard des gens, de devoir vivre à travers diverses injonctions qu'on nous impose. Au final, je prétends pas avoir ou détenir la vérité. Moi, j'ai trouvé ma vérité, comment j'entends vivre ma vie. J'ai envie de la vivre ainsi. Je n'irai jamais juger autrui ou qui que ce soit pour la manière dont il vit sa vie. Et je demande juste qu'on ne me dise rien en retour. Et ça, je pense que c'est un niveau de paix intérieure que je suis extrêmement content d'avoir atteint. Et même s'il y aura, je suis sûr, encore des vagues, parce que la vie, c'est des up, down constants, je me dis que si j'arrive à rester aligné avec mes valeurs, j'espère que j'aurai une vie où du moins, moi, ce serait important quand j'arriverai à la retraite de me dire t'as été droit dans tes bottes. Que ce soit professionnellement, personnellement, humainement. Moi, comme je dis dans mon livre, mon livre, je parle d'homophobie dans le foot, mais moi, je dénoncerai toujours toutes les discriminations, pas seulement celles qui me concernent ou autres. Et pour moi, c'est soit on lutte contre toutes les formes de discrimination, soit on n'en fait aucune. Mais c'est pas le 2 poids 2 mesures. Pour moi, ça, c'est de la grosse hypocrisie. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.